Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire consacré aux opérations de chargement et de déchargement et plus précisément à la recommandation nationale nouvellement adoptée cette année, la R512 intitulée Socle transport routier de marchandises. Donc nous sommes ensemble pendant 30 minutes. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter bien entendu cette recommandation nationale. Alors le but n'étant pas de vous présenter dans le détail cette recommandation, mais plutôt de vous donner quelques clés de lecture et vous préciser le contexte, les principes et son champ d'application. Alors avant de débuter, petite précision technique sur l'utilisation de l'outil. Vous avez donc sur votre écran à droite cette icône qui vous permet à tout moment de poser les questions. Et nous avons réservé donc un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à ces questions. Nous serons deux intervenants pendant ce webinaire. Donc Olivier Crémachi, que vous voyez donc à l'écran, contrôleur de sécurité donc à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. L'une de ses missions principales est d'intervenir dans les entreprises pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de démarches de prévention des risques professionnels. Et moi-même, donc Béatrice Guillon, ingénieure conseil donc à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté également, et en charge du programme de prévention plutôt consacré sur les opérations de chargement-déchargement, programme intitulé Filière logistique. Donc, voici pour les présentations. Donc, les opérations de chargement-déchargement. Donc, cette recommandation, elle va viser à améliorer la maîtrise des risques professionnels survenant lors de la réalisation des opérations de chargement-déchargement. En effet, ces risques qui sont bien souvent liés à la diversité rencontrée à la fois dans les entreprises d'accueil, expédiant ou recevant les marchandises, mais également du coup vécus par les salariés des entreprises de transport. Donc, on vous a fait ici un petit pêle-mêle de différentes photos. C'est bien entendu pas exhaustive. C'est juste pour illustrer effectivement les différentes situations de travail avec des opérations de chargement-déchargement qui peuvent s'effectuer à quai, dans la cour, des marchandises qui peuvent être transportées soit sur palette, en vrac. On a également donc les citernes. Donc, vous connaissez très bien le secteur d'activité, des opérations très diverses qui, du coup, génèrent également de multiples risques. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les risques liés à ces opérations de chargement-déchargement représentent 90% des accidents du travail du secteur du transport. Et ces accidents du travail ont bien souvent lieu sur les sites de livraison, d'opérations de chargement ou de déchargement, c'est-à-dire donc dans les entreprises d'accueil. Donc, il existe une réponse réglementaire pour maîtriser les risques liés aux opérations de chargement-déchargement en organisant la relation entre les entreprises de transport et les entreprises d'accueil qui accueillent le personnel de conduite. C'est le fameux protocole de sécurité, qui est le document écrit qui permet d'organiser ces opérations de chargement-déchargement en sécurité. Et il y a également un deuxième documents que l'on appelle donc les contrats types, c'est-à-dire qu'en l'absence d'une convention entre les parties, les dispositions applicables aux opérations de chargement-déchargement et de transport sont celles qui sont énoncées par les contrats types propres à chaque catégorie de transport. On retrouve, on vous a mis à disposition donc les articles faisant référence à cette réglementation. Quelque chose que je n'ai pas précisé en préambule, mais donc ce webinaire est enregistré et vous aurez donc accès au replay et donc à la présentation. Donc, avant d'aller plus loin sur les éléments constitutifs de cette recommandation, on souhaitait vous rappeler quelques principes sur ce qu'est une recommandation. Donc, les recommandations, ce sont des textes qui sont élaborés et adoptés par les partenaires sociaux qui représentent les activités concernées. Dans ces recommandations, on va définir les bonnes pratiques de prévention des risques professionnels liés
aux activités pour lesquelles donc, ils ont adopté cette recommandation. On parle de règles de l'art, en quelque sorte. Ce sont voilà, les bonnes pratiques que l'on propose de mettre en œuvre aux entreprises dans le but de les activités. Donc, la recommandation R512, intitulée Socle transport routier de marchandises, vise à favoriser la mise en œuvre des protocoles de sécurité et, comme dit précédemment, à maîtriser l'ensemble des risques liés aux opérations de chargement-déchargement. Alors, on vous a mis un petit point de vigilance, puisque comme son nom l'indique, on est sur un socle, c'est-à-dire qu'il s'agit de recommandations socle, et elles comportent du coup les mesures minimales attendues à mettre en œuvre par les entreprises. Toujours, bien entendu, concernant les risques liés aux opérations de chargement-déchargement. Cette recommandation, elle est applicable à compter du 1er janvier 2023. Donc, ce qui veut dire que vous avez quelques mois, l'année 2022, pour mettre en œuvre les bonnes pratiques recommandées dans cette recommandation. Les entreprises qui sont concernées par cette recommandation, elles sont listées principalement ici, c'est-à-dire que cette recommandation, elle est applicable dans toutes les industries de la métallurgie, dans les industries, bien entendu, du transport et de la logistique, mais également donc tout ce qui concerne les commerces et industries de l'alimentation et également les commerces non alimentaires. Donc, l'ensemble de ces secteurs d'activité ont adopté la recommandation, ce qui du coup induit que l'ensemble des entreprises appartenant à ces secteurs d'activité doivent mettre en œuvre les mesures de cette recommandation. Concernant le champ d'application, donc elle s'applique à toutes les opérations de chargement-déchargement liées au transport routier de marchandises soumises à un protocole de sécurité et réalisées entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport, ce qui est représenté ici en rouge sur le schéma. Elle s'applique également, entre autres, sur le site d'accueil, qui est le lieu de chargement ou de déchargement, mais également sur le domaine public routier, lorsque la configuration du site de l'accueil nécessite que les opérations soient réalisées sur la voie publique, ce qu'on retrouve assez régulièrement pour les livraisons en milieu urbain. Elle concerne également toutes les opérations pour lesquelles les marchandises sont transportées au moyen de véhicules de type poids lourd et également des véhicules utilitaires légers, comme on a pu le voir d'ailleurs dans le pêle-mêle qu'on vous a présenté juste avant. Donc, il faut quand même noter qu'il y a des opérations de chargement-déchargement qui sont exclues de cette recommandation. Vous en trouverez la liste. L'idée étant ici de ne pas faire la liste un peu à la Prévert de l'ensemble des opérations pour lesquelles cette recommandation est exclue. Vous la retrouverez dans la recommandation. Mais par exemple, les livraisons qui sont effectuées au domicile d'un particulier sont exclues de cette recommandation. Le lien d'accès à cette recommandation, vous le trouverez également via le support. Donc, en complément des obligations réglementaires auxquelles cette recommandation fait référence, elle définit du coup les pratiques à mettre en œuvre par toutes les entreprises d'accueil et de transport pour assurer la coordination entre les acteurs et la sécurisation des opérations de chargement-déchargement des marchandises, encore une fois, qui sont soumises à un protocole de sécurité. Alors, sans aller dans le détail du processus qui vous est présenté sur cette diapositive, il est recommandé que l'entreprise de transport et l'entreprise d'accueil aient connaissance de toutes les informations relatives aux spécificités de la marchandise transportée et des opérations, bien entendu, effectuées dans les locaux de l'entreprise d'accueil. Et cette transmission d'informations, on recommande qu'elle soit effectuée le plus en amont possible de la réalisation et de la rédaction du protocole de sécurité. Alors, ce qui est important également à noter, inclus dans la chaîne des informations également,
les donneurs d'ordre, lorsqu'ils sont différents de l'entreprise de transport et de l'entreprise d'accueil, mais également l'ensemble des entreprises de transport quand on a affaire à une plateforme de sous-traitance de l'opération de transport. L'ensemble des acteurs de la chaîne sont inclus dans cette transmission d'informations. L'important étant que sur le site de l'entreprise d'accueil et le conducteur de l'entreprise de transport qui est directement concerné par les opérateurs informés des opérations et des moyens mis à sa disposition pour effectuer ces opérations en toute sécurité. Voilà ce qui est important à retenir. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Olivier Crémachi qui va prendre la suite des opérations, si je puis dire. Très belle transition par rapport aux opérations, il n'y a pas de souci, puisqu'on va rentrer justement un petit peu, je dirais, dans le côté pratico-pratique dans les entreprises, sur le côté périmètre des opérations justement qui sont concernées par ces protocoles de sécurité. Alors, dans la recommandation, vous le retrouverez sous cette forme-là, les opérations ont été découpées, les activités ont été découpées en 6 tâches, en six opérations différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien considérer que c'est du moment que le véhicule rentre sur le site jusqu'au moment où il va en sortir. Donc, on n'est pas uniquement focalisé sur un déchargement à quai ou dans la cour. Voilà. C'est bien l'ensemble du déplacement du véhicule sur site qu'il faut retrouver. Donc, encore une fois, découpé en 6 étapes qui sont détaillées dans la recommandation. Alors, soyez pas surpris, il peut y avoir des activités que vous jugez qui pour vous devraient être dans une autre étape, peu importe. L'important, c'est qu'on les retrouve. Les découpages, voilà, c'est toujours aléatoire ou soumis à discussion. Là, dans ce cadre-là, voilà, ils sont définis et puis on va traiter l'ensemble de la chaîne. Il n'y a pas de problème. Alors, cette recommandation, elle va également être découpée, ou présentée avec 3 types de préconisations à mettre en œuvre. Un premier type qui concerne les préconisations communes à l'ensemble du protocole de sécurité et donc à systématiser dans tout le protocole de sécurité. Des préconisations complémentaires, mais qui sont également communes à toutes les étapes. Et puis des préconisations complémentaires et spécifiques à chacune des étapes. On le verra un petit peu après dans quelques exemples que l'on va donner. Il est évident que il y a des particularités en fonction de chacune des étapes qui ne sont pas forcément retrouvées dans les autres, d'où cette répartition. Et puis, dans cette recommandation, un point de vigilance, en tout cas une présentation un petit peu particulière pour des conditions spécifiques de type de transport notamment. Et c'est dans ce type d'exemple, alors qui sont des encadrés bleus, qui sont très bien matérialisés dans la recommandation. On va retrouver par exemple des spécificités liées au déchargement ou chargement des citernes, voire des bennes, si on est dans des exemples un petit peu plus précis ou des techniques un petit peu plus précises. Voilà. Donc là, il y a une volonté vraiment de faire ressortir ces différents types de transports pour pas les noyer ou dans les autres préconisations et donner du sens et faciliter un petit peu la lecture. Alors, ce qu'on a souhaité, encore une fois, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, on ne peut pas vous détailler toute la recommandation parce qu'elle est quand même assez chargée, on va dire ça comme ça. Donc, on a essayé de faire ressortir des éléments prioritaires sur les préconisations communes qui sont à systématiser dans le protocole de sécurité. Alors déjà, on vous invite, pour ceux ou celles qui n'y auraient pas participé, à retrouver sur notre chaîne YouTube le webinaire spécifiquement dédié au protocole de sécurité. Donc là, vous aurez des éléments un petit peu plus précis. Ce que l'on peut en dire, là, on a mis une image d'un protocole type ou un exemple de protocole dans lequel on va retrouver quand même des éléments communs à l'ensemble, et donc qui doivent être connus encore une fois et de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport, notamment tout ce qui est adresse. Alors, je vais prendre quelques exemples, les adresses, les contacts que l'on peut des différentes entreprises, les natures de chargement, les types de matériel utilisé, alors qu'ils soient pour l'entreprise de transport ou pour l'entreprise d'accueil, les matériels à disposition dans l'entreprise d'accueil également et dans l'entreprise de transport, de type est-ce qu'on a
avec éléments de liaison? Est-ce qu'on a des véhicules de transport qui sont équipés de haillons? Voilà, toutes ces catégories-là qui vont être vraiment le schéma global et l'ensemble des éléments que l'on doit retrouver dans le protocole et qui vont encore une fois avoir un impact ou qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble du déroulement des opérations. Dans les préconisations complémentaires, mais qui sont également communes à toutes les étapes, alors on va retrouver, bon, je commençais par les EPI, c'est voilà, ce qu'on va ressortir en premier, en plus visuel sur la photo. Donc encore une fois, voilà, là, on va être sur des éléments communs qui sont liés à l'indication et notamment des choses que l'on retrouve maintenant très souvent en entreprise sur les gilets fluo pour les déplacements des piétons, éventuellement les ports de quelques EPI spécifiques. Et puis, en premier lieu, ce qu'il faut quand même retenir, c'est de penser à tout ce qui est organisation et aménagement des circulations au sens large des différents flux, qu'ils soient piétons, qu'ils soient engins, qu'ils soient véhicules. Et quand on dit les véhicules, c'est aussi bien les véhicules de transport, de poids lourds ou VUL, comme ça a été abordé, mais également les véhicules légers des personnels présents sur site. Il est très important, encore une fois, qu'on ait voilà cette séparation. En tout cas, c'est très. Alors la séparation, elle est toujours un peu compliquée à obtenir, mais en tout cas, qu'il y ait une réflexion sur les différents flux dans l'entreprise pour organiser en amont et pas uniquement se dire voilà, tout le monde a des gilets, donc tout va bien se passer. C'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment cette organisation, elle est hyper importante et doit être réfléchie en amont, le plus en amont possible. Ensuite, donc, on va retrouver des préconisations qui sont spécifiques, en tout cas plus spécifiques à certaines étapes. Alors, encore une fois, on n'a pas repris toutes les étapes, c'est juste pour donner un petit peu un exemple. Si on prend l'arrivée, l'étape 1, on a pris les deux étapes extrêmes. L'étape 1 concerne l'arrivée sur site, l'arrivée dans l'entreprise d'accueil. Un des points qui est abordé dans cette recommandation et qui a été souvent évoqué, notamment avec la période de pandémie qu'on vient de passer, qui n'est pas tout à fait terminée, mais que l'on avait subi, est notamment la mise à disposition des sanitaires, des installations au sens large pour favoriser, pour améliorer en tout cas l'accueil des conducteurs. Alors, on parle des installations sanitaires, ça va de soi, mais il y a également tout ce qui va être accueil, avoir un point chaud, un point chaud. Voilà, ça peut être une zone chauffée à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc, encore une fois, accueillir dans les meilleures conditions possibles. Le conducteur peut éventuellement ne pas du tout participer à l'opération de chargement, voilà, qu'il n'attende pas ni dans la cour, ni éventuellement dans son véhicule. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer. Et puis, sur l'étape de la sortie, donc du départ du véhicule, dans cette étape, on retrouve le traitement du départ des risques, ce qu'on appelle des risques de départ intempestif du véhicule, qui sont liés à, je vais dire très rapidement, un conducteur qui croit que l'opération est terminée et qui engage le départ alors que le manutentionnaire est en cours de chargement. Alors, soit il est dans la remorque, soit il est encore sur le quai, et là, tout va à peu près bien, soit il est entre les deux, et puis on peut avoir une chute. Donc ça, c'est pareil, ce sont des points qui avaient été abordés dans le webinaire qui était lié à la sécurisation des quais, que vous pourrez également retrouver sur notre site. Donc là, on va être dans cette organisation, encore une fois, sécurité organisationnelle et matérielle, pour permettre de traiter ces risques avec des systèmes de calage ou d'autres techniques. Voilà, ça c'est un point en tout cas que les partenaires sociaux ont souhaité également mettre en avant pour éviter de nombreux accidents que l'on rencontre sur le territoire. Voilà, on va dire pour la présentation de la reco, en tout cas, encore une fois, je rebondis sur ce qu'avait dit Béatrice, on était là vraiment pour vous donner un petit peu une grille de lecture, de compréhension de cette recommandation. On pourra de toute façon revenir vers vous ou vous revenir vers nous au besoin pour des compléments, il n'y a pas de souci. Dans l'accompagnement de la CARSAT au niveau de la mise en œuvre de cette recommandation, bon, vous avez toujours la possibilité de contacter la CARSAT pour que l'un des préventeurs puisse vous guider ou répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. On a également des dispositifs d'aide financière. Alors,
spécifiquement dédiés à cette thématique, hein, mais d'un point de vue plus large, on a des conventions nationales d'objectifs, donc vous les voyez ici, qui sont liées à différents types d'activités. Et puis, on a également des subventions prévention TPE, donc limitées aux entreprises de moins de 50 salariés, notamment une qui concerne chargement-déchargement plus sûr, qui est vraiment en lien avec le côté matériel de l'organisation de cette prévention des activités de transport, de chargement et déchargement. On vous a mis également quelques documentations. Donc, tout à droite, c'est une page spécifique dédiée aux opérations de chargement-déchargement, donc sur notre site CARSAT. Et puis, 3 documents de l'INRS, dont un, si on prend ED 941, qui est vraiment dédié à l'intervention des entreprises sur un site dédié et qui préconise de tout ce qui est plan de prévention et avec un focus particulier pour le protocole de sécurité lié aux opérations de chargement et déchargement. Donc, je pense que maintenant, on va répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions a priori pour l'instant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, tout simplement. Alors, encore une fois, hein, peut-être que vous considérez que la présentation n'est peut-être pas assez précise. Peut-être que certains l'ont déjà vu, hein, en regardant cette recommandation 12. Il nous paraissait important plutôt de vous donner les grilles de lecture, enfin de vous donner la grille de lecture plutôt que de rentrer dans un détail où de toute façon, en une demi-heure, c'est infaisable et puis on n'aurait pas pu, je dirais, valoriser cette recommandation telle qu'on l'entendait. Donc, est-ce que vous avez des questions? On ne voit toujours pas apparaître. Alors, comme on vous le disait au début, ce webinaire, il est enregistré, donc vous retrouverez le replay avec les différents éléments et les liens. Hein, vous avez les différents liens également, à la fois sur la recommandation elle-même, bien entendu, à la fois sur les webinaires qu'a évoqué Olivier concernant celui du protocole de sécurité, celui des opérations de chargement déchargement, enfin la sécurisation des quais. Et puisqu'on vous a remis ici hein, la série des webinaires qui ont été consacrés justement aux opérations de chargement-déchargement essentiellement hein, dans le cadre du programme de prévention qui est mené dans notre région, où vous retrouvez du coup sécurisation des quais, la prévention des risques liés aux opérations de chargement-déchargement dans la cour, les protocoles de sécurité, la remontée d'informations terrain entre entreprises de transport et entreprises d'accueil, et puis l'analyse d'accidents du travail. L'ensemble des éléments qui sont mentionnés dans les webinaires hein, participent présentent, pardon, je vais y arriver, des bonnes pratiques que l'on retrouve hein, dans la recommandation. N'hésitez pas également à vous appuyer sur ces webinaires. Je vois qu'il y a qui arrive. Donc, on a une première question. Cette recommandation est-elle à mettre en place pour la seule entreprise d'accueil ou en commun avec les différents transporteurs? Une fois, la finalité, hein, ça a été dit sur différentes présentations. On est bien dans une co-construction. Hein. Idéalement, voilà, je vais dire le mot idéalement, c'est les deux entités hein, qui correspondent entre elles, et qui définissent entre elles la zone de coactivité telle qu'elle était présentée sur les dessins avec les deux bulles et puis la zone de coactivité liée à l'opération de chargement-déchargement. Donc, encore une fois, le protocole de sécurité tel qu'il est défini dans le Code du travail et la recommandation favorise, enfin, en tout cas, voilà, incite à favoriser les échanges entre les deux entités. On sait très bien que ce n'est pas facile, hein, voilà. Quand vous retournerez sur le webinaire dédié au protocole, c'est des choses qui ont été dites et redites. On sait très bien que c'est pas forcément facile. Maintenant, vous avez aussi la possibilité je dirais en tout cas d'initier avec les
peut-être vos plus gros clients, si vous êtes des transporteurs, ou vos plus gros transporteurs, si vous êtes des entreprises utilisatrices, à minima, de générer ce type de document. Et quoi qu'il en soit, le protocole de sécurité s'entend également, hein, pour des entreprises avec lesquelles on aura contact. Je vais prendre le cas d'une entreprise d'accueil qui voit arriver un transporteur qui, lui, n'a pas connaissance des lieux. Cette notion du protocole doit quand même se retrouver sur site, hein, c'est-à-dire avoir une organisation qui permette de mettre en place les bonnes pratiques, hein, comme l'évoquait Béatrice tout au début, ces bonnes pratiques pour qu'elles soient quand même mises en œuvre sur le site, même si le transporteur n'a pas en sa possession le protocole de sécurité tel qu'il serait souhaitable. Voilà, donc on est bien quand même sur ces dimensions. Mais de toute façon, l'idéal, c'est quand même, enfin l'idéal. Voilà, le souhait, c'est quand même que les deux entités, hein, ou les deux types d'activités se coordonnent pour la situation. Et ça répond du coup un peu également à la remarque de l'entreprise, hein, qui nous dit qu'ils ont bien des protocoles de sécurité pour leurs activités sur leur propre site, hein, avec les sites clients. Et du coup, la question, c'est comment gérer cette recommandation quand nous intervenons chez des clients où nous n'avons pas de protocole de sécurité. Donc, il est répondu dans les éléments de réponse. Effectivement, ce qui est recommandé, c'est que des informations soit le plus en amont possible de l'opération et que les échanges se fassent entre entreprises de transport et entreprises d'accueil. Maintenant, effectivement, lors des opérations ponctuelles ou quand il n'y a pas de protocole de sécurité, c'est important que ce soit organisé au niveau du site d'accueil et que le conducteur de l'entreprise de transport, lorsqu'il se présente dans le site d'accueil, puisse avoir des informations concernant les opérations de chargement et déchargement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le protocole de sécurité simplifié. Alors, simplifié parce qu'effectivement, il concentre en fait les informations minimales à savoir et à transmettre à l'entreprise de transport pour que les opérations en fait se passent de manière le plus sécuritaire possible. Et puis ces éléments, je dirais, vous pouvez aussi les compléter par quelque chose qu'on avait abordé aussi dans un webinaire, qui est ce qu'on appelait le principe des remontées d'informations. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir une réflexion en interne sur quels moyens je donne à mes conducteurs qui interviennent sur site pour remonter, ou en tout cas, voilà, me faire part de difficultés rencontrées. Hein, alors, je vais faire un schéma très rapide. Il ne faut pas oublier que le conducteur, c'est votre salarié. Hein, donc, s'il a un accident, bah, c'est vous qui allez être concerné en premier lieu, hein, pas forcément l'entreprise d'accueil, en tout cas pas de façon directe. Donc, il est aussi intéressant pour vous d'avoir cette réflexion où comment je peux piéger peut-être les livraisons à risque ou les plus à risque, et puis voir pour engager une réflexion avec l'entreprise d'accueil directement liée. Hein. C'est des choses qui se font et encore une fois, hein, qui sont pas forcément miraculeuses à chaque fois, mais qui ont quand même des effets de signalement et puis de réaction au niveau de l'entreprise d'accueil pour favoriser, encore une fois, la sécurité de vos salariés lorsqu'ils interviennent sur ces entreprises d'accueil. Au même titre, hein, une entreprise d'accueil peut également organiser cette remontée d'infos en interne pour signaler des comportements de certains conducteurs qui sont en inadéquation avec ce qui est prévu dans le protocole, règles établies sur site. Ah donc voilà, on est sur un schéma qui est quand même très complet, très global pour que ça fonctionne. Encore une fois, voilà, c'est plus facile à en parler qu'à quelquefois à mettre en œuvre. On en a tout à fait conscience, mais on a aussi des retours d'expérience où on voit qu'on arrive à faire évoluer les choses. C'est le côté encourageant. J'espère qu'on a plus ou moins répondu à vos questions ou à vos remarques. Hein. Encore une fois, on sait que voilà, sur le terrain, voilà, entre ce qu'on souhaiterait faire et ce qu'on doit faire et ce qui se passe en réalité, voilà. Il y a des éléments à mettre en œuvre. Encore une fois, il y a des manquements, mais il y a aussi des choses qui évoluent dans le bon sens et c'est ça qui est positif.
Et du coup, cette recommandation-là, hein, c'est un socle, c'est vraiment les mesures minimales attendues et ça permet de pouvoir justement s'assurer que chaque acteur qui intervient dans la chaîne puisse mettre à minima en œuvre les bonnes pratiques pour que l'ensemble des salariés, quelle que soit l'entreprise à laquelle il appartient, que ce soit l'entreprise de transport ou l'entreprise d'accueil, puissent travailler dans les meilleures conditions de travail possible. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Il est midi, on arrive au terme du webinaire. On vous remercie encore d'avoir participé. Vous avez nos liens, donc n'hésitez pas si il y a besoin d'informations complémentaires. Vous pouvez faire appel aussi donc, à l'ensemble des préventeurs de la CARSAT pour répondre aux questions. On vous remercie et puis on vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir.